Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à notre activité d'aujourd'hui sur la modification du rayonnement solaire et l'Arctique sous forme d'un campfire chat, c'est-à-dire d'une discussion autour d'un feu de camp. Nous avons quatre experts, quatre invités qui vont nous expliquer leur expérience et qui vont exposer leurs différents points de vue sur cette question. Je vais leur demander dans un instant de se présenter, mais avant, je voudrais juste vous rappeler que nous allons avoir une conversation autour d'un feu de camp virtuel, sans faire de discours, sans présenter de diapositives. Et dans la deuxième partie de la session, nous passerons aux questions-réponses pour répondre aux questions du public. Je suis Janos Pasteur, directeur exécutif de l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat, la C2G. Je suis à ce poste depuis 2016. Auparavant, j'ai travaillé aux Nations Unies et mon dernier poste était celui de sous-secrétaire général pour les changements climatiques. Et avant, j'avais travaillé dans différents organismes des Nations Unies et des organisations des ONG, comme la Convention cadre des Nations Unies pour les changements climatiques, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et WWF, entre autres. C'est-à-dire que je travaille sur des questions de changement climatique et de développement durable depuis 40 ans et il reste beaucoup de travail à faire. Je n'ai pas dû très bien faire mon travail car les résultats laissent beaucoup à désirer et je dois à mes petits-enfants de faire quelque chose pour tenter de remédier dans la mesure du possible. Je vais demander à mes confrères de se présenter. Shona Larson. Je suis Shauna Larson, je suis Soupial du côté de ma mère, de la ville de Port Bryan, et je suis Adna du côté de mon père, du village de Chikalong, se trouve en Alaska. Je suis vice-présidente du conseil tribal du peuple Chikalong et je suis également vice-directrice générale du mouvement natif. Merci beaucoup. Derwood. Je suis Derwood Zelki. Je suis avocat environnemental international à la tête de l'Institut de gouvernance et de développement durable. Et comme Yano, cela fait 40 ans que j'échoue dans mes efforts et mes volontés de freiner les changements climatiques, même s'il y a eu quelques victoires sur le chemin, mais qui ne sont pas trop pour l'optimiste. C'est-à-dire qu'on peut faire les choses mieux. Et par exemple, le protocole de Montréal, qui s'est converti en un traité qui non seulement protège la couche d'ozone dans la stratosphère, mais également le système climatique. J'ai passé des années formidables en Alaska. J'ai travaillé surtout pour les Indiens Klinké dans le sud-est. Donc, je suis absolument enchantée de partager cette activité avec vous, Sharon. Hélène. Merci beaucoup. Je suis Hélène Murray, chercheuse principale de l'Université norvégienne des sciences et des technologies et dans la ville de Trondheim, près de l'Arctique. J'ai une formation de sciences naturelles et mon travail est axé sur différents secteurs pour réduire les émissions avec le transport, par exemple le transport maritime, mais également dans le secteur de l'aviation. Je fais partie de la communauté de la géoingénierie depuis près de 10 ans, depuis 2011, et j'ai travaillé aussi bien dans la gestion de la gestion du rayonnement solaire que dans l'illumination de CO2. J'ai réalisé des modèles de systèmes terrestres pour Géomet et également des modèles de géoingénierie pour comparer différentes options. Et je suis également conseiller scientifique du projet Decimals qui est financé par l'initiative de gouvernance sur la modification du rayonnement solaire et qui tente d'intégrer un plus grand nombre de diversité de voix autour de la table pour qu'elles puissent faire entendre leur voix et avoir des occasions de dire comment la modification du rayonnement solaire peuvent les affecter. Merci. Brad. Bonjour, je suis Brad Hack. Je travaille actuellement
comme directeur exécutif de Ocean Visions, qui est un consortium d'institutions universitaires et de recherche aux États-Unis qui se consacre à transformer les connaissances et la capacité de ces institutions pour trouver des solutions basées sur les océans. J'ai moi aussi une expérience de 30 ans semée d'échecs, moi aussi, quant à la protection de l'environnement. Donc je rejoins ce qu'ont dit mes confrères et collègues. Nous n'avons pas réussi à freiner cette tendance qui est si dangereuse pour nous tous et pour nos enfants et petits-enfants. J'ai travaillé pendant 10 ans chez WWF, j'ai travaillé dans le conseil d'administration marine, j'ai également travaillé dans les efforts de récupération de l'État de Washington pendant 5 ans. J'ai occupé différents postes dans le domaine de la gestion de l'environnement. Tout au long de ma carrière, j'ai acquis des connaissances très différentes. Chez WWF, j'étais chargée du programme de l'Arctique et c'est un moment qui a changé complètement ma façon de voir comment répondre à cette question climatique. Merci beaucoup. Vous voyez que nous avons un groupe d'invités véritablement extraordinaire. Maintenant, je vais vous expliquer en quoi consiste l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat. Nous sommes une initiative financée par des fondations. Nous sommes 16 personnes qui travaillons de manière virtuelle, même avant la pandémie de Covid-19, et nous sommes sur 3 continents. Nous avons pour mission d'encourager la création d'un cadre de gouvernance efficace pour les approches de modification du climat, en particulier l'élimination du dioxyde de carbone et la modification du rayonnement solaire. Nous sommes impartiaux quant à l'utilisation ou la non-utilisation de ces approches, mais nous voulons soulever des questions qui sont liées à la gouvernance, aux difficultés qui en découlent et dont il faut tenir compte non seulement de la part des gouvernements, mais entre différentes parties prenantes à l'heure de décider d'utiliser ou pas ces technologies. Et donc, quelle que soit la décision, il faut un cadre de gouvernance adéquat. Une partie importante de notre travail consiste à faire connaître ces approches à travers des activités et des conversations comme celle d'aujourd'hui et à travers de beaucoup d'autres activités que nous avons organisées et que vous pouvez voir sur notre page web dans le processus C2G Learn. Nous avons 50 experts qui collaborent avec nous et qui ont participé à différentes conversations autour du feu de camp et webinaires. Il faut souligner que les conversations autour du feu de camp ont pour but de montrer la diversité des points de vue qui sont représentés par les invités et les invités ne vont pas seulement exposer leur point de vue, mais ils ont expliqué pourquoi ils ont cette perspective à partir de faits scientifiques qui sont les mêmes. À cette fin, nous avons besoin d'une large gamme d'intervenants. Nous essayons d'avoir une grande variété pour chacun de nos thèmes, une variété en termes de genre, de situations géographiques, de contextes sociopolitiques et autres, mais il n'est pas toujours possible de le faire dans chacune de nos conversations autour du feu de camp, car il n'y a que quelques participants, 3, 4 ou 5. Mais je crois que nous arrivons assez bien à montrer cette diversité dans l'ensemble de nos activités, même si une grande partie du travail qui est réalisé sur ce sujet provient des pays du Nord global. Pas tous, il y a des programmes pour le programme Decimals qui a déjà été mentionné et d'autres activités qui sont plus larges. L'objectif de cette discussion n'est pas de nous convaincre les uns les autres, ni d'arriver à une sorte de conclusion, mais de partager des expériences de différents points de vue et les opinions exprimées par les intervenants sont les leurs et pas nécessairement celles que partage l'initiative C2G. Je ne pense pas que nous devions nous étendre en décrivant la situation climatique, car nous savons très bien que nous sommes plongés dans une crise non simplement dans l'Arctique, non seulement dans l'Arctique, mais dans d'autres régions du monde, dans toutes les régions du monde. Le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement climatique à 1,5 degré disait clairement qu'il faut miser sur une réduction drastique des émissions qui doit être accélérée. Mais même si l'on accélère cette réduction des émissions, nous devrions quand même avoir recours à l'élimination du CO2 pour réduire la concentration de CO2 dans l'atmosphère, et même certains scientifiques
scientifiques avancent qu'il faudra avoir recours à la modification du rayonnement solaire. L'objectif qui nous anime aujourd'hui est de voir ce que ceci implique pour l'Arctique, pas nécessairement de voir s'il faut avoir recours à ces approches, mais si on le fait, de voir quelles seraient les conséquences. L'Arctique est un petit peu comme un signal d'alerte, comme ce que l'on appelle le canari dans une mine de charbon. Bien entendu, il n'y a pas de canari au pôle, mais il y a des ours polaires, il y a d'autres animaux et surtout des personnes, ce qui est le plus important, des personnes qui vivent dans la région arctique, qui ont besoin du gel et des écosystèmes qui actuellement sont affectés par le réchauffement climatique. Nous savons que le réchauffement de l'Arctique est plus de 2 fois supérieur à la moyenne mondiale. Et là, on ne parle que de la moyenne, car il y a des extrêmes qui peuvent être très graves. La calotte glaciaire disparaît et ceci pose un double défi. D'un côté, il y a des conséquences immédiates dans les écosystèmes, mais par ailleurs, comme l'albédo se réduit, il y a encore plus de réchauffement qui se produit et donc il y a d'autres aspects du problème, à savoir les opportunités économiques aussi, qui, à court terme, qu'offre la désapparition de cette calotte glaciaire. Pour ce qui est de la modification du rayonnement solaire et jusqu'à quel point elle peut contribuer de façon directe ou indirecte dans l'Arctique ou en dehors de l'Arctique, que ce soit avec l'injection des aérosols de la stratosphère, que ce soit l'éclaircissement des nuages marins ou avec le changement de l'albédo en surface. Pour ce qui est de la terminologie, il y a des termes différents utilisés par différentes personnes. On parle en général de modification du rayonnement solaire, mais que ce soit avec l'injection d'aérosols dans la stratosphère, mais certains parlent de ceci comme de la géo-ingénierie solaire, d'autres parlent de génie ou ingénierie climatique, c'est-à-dire qu'il y a différents termes, mais nous nous référons tous à la même chose. Et toutes ces questions s'accompagnent de dilemmes en termes de gouvernance. Nous avons besoin de quel système de gouvernance avons-nous besoin? Quel rôle correspond aux agents étatiques et non étatiques? Il est clair qu'au fil de notre discussion, nous n'allons pas pouvoir aborder tous ces sujets, mais nous espérons pouvoir apporter quelque chose en la matière, quelque chose d'intéressant. Pour commencer cette activité, je vais demander à chacun de nos intervenants de faire des observations initiales et de répondre à une question que je vais leur poser. Ils auront 2 ou 3 minutes pour y répondre. À partir de là, j'espère que nous pourrons entamer une conversation entre le groupe de nos invités et qui peuvent aussi s'adresser des doutes qu'ils ont, se poser des questions les uns aux autres. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'entamer une conversation et j'espère également que le public va commencer à nous envoyer des questions et qu'il faut le faire dans la question de questions-réponses de l'application. Vous verrez qu'il y a un bouton j'aime. Donc, s'il y a une question qui vous intéresse, qui vous plaît, n'hésitez pas à voter pour cette question, appuyez sur le bouton j'aime, car plus une question aura recueilli de likes et plus elle sera susceptible d'être traitée pendant notre activité. Vous savez qu'il y a également une section de chat, vous pouvez l'utiliser, mais pas pour envoyer vos questions, car nous ne verrions pas celles qui seraient formulées. Donc simplement, on verra les questions qui sont dans la section de questions-réponses. Donc, entrons dans le vif du sujet. Je vais demander à nos invités de faire leurs commentaires initiaux. Je vais commencer par une question que j'adresse à Gerwood. Vous avez écrit récemment un article avec Mario Molina qui vient de nous quitter. Malheureusement, c'est une grande perte pour nous tous. Mais bon, malheureusement, c'est comme ça. Et donc, vous avez écrit avec lui un article sur la situation dans laquelle se trouve l'Arctique. Pourriez-vous, donc sur la base de cet article et des connaissances recueillies, pourriez-vous nous faire un résumé de la situation que traverse l'Arctique actuellement? À quel moment se trouve-t-elle et qu'est-ce que l'on attend dans un avenir proche? Oui, j'ai eu la chance de travailler pendant longtemps avec Mario Molina, qui a succombé à une crise cardiaque, malheureusement, à l'âge de 77 ans. Ça a été une
surprise terrible et c'est une énorme perte pour la communauté qui travaille sur les questions climatiques. Il y a 10 ans, Mario avait élaboré une série de stratégies d'atténuation pour pouvoir freiner les changements climatiques. Et avec le professeur Ramanassa et avec Scripps, nous rénovions cette stratégie. Nous étions justement en train de mettre à jour ce document, ce travail pour l'Académie des sciences. Donc nous allons bientôt pouvoir le terminer, mais malheureusement sans la participation de Mario. Nous avons également écrit une série d'éditoriaux ouverts pour diffuser des connaissances auprès du grand public, en plus de l'analyse scientifique plus détaillée. La dernière que nous avons faite pour le projet Syndicate a été publiée après le décès de Mario, et en gros cela montrait que nous avons une bombe à retardement entre les mains dans l'Arctique. Ram est l'un des confrères, Bistoni et un autre collègue avait écrit quelques articles sur l'Arctique qui montraient ce qui se passerait si l'on réduisait l'albédo. Le premier était publié en 2014. On disait que si on avait perdu 50% de la calotte glaciaire entre 1979 et 2011, s'ajoutait 25% de réchauffement, un réchauffement donc qui provenait du CO2 qui avait été libéré pendant cette époque. Ensuite, il a étudié ce qui se passerait si l'on perdait complètement la calotte glaciaire pendant l'été, et il a été montré que si cela se passait, cela ajouterait 1000 milliards de tonnes de CO2, en plus des 2,4 milliards de tonnes qui ont déjà été libérées depuis l'époque pré-industrielle. C'est-à-dire qu'il y aurait une concentration beaucoup plus élevée de particules dans l'article, ce qui correspondait à un forçage radiatif de 22 watts par mètre carré. Et par ailleurs, nous avons 25 ans pour que ceci arrive, c'est-à-dire que franchement, et pour parler d'une certaine façon, nous sommes dans de beaux draps, nous serons dans de beaux draps quand ça va arriver, car l'Arctique joue un rôle fondamental pour le système climatique de toute la planète. Donc au fur et à mesure que l'on perd de la surface de glace et de banquise, et comme l'Arctique se réchauffe à un rythme 2 fois supérieur, et qui est d'ailleurs plus près de 3, mais disons 2 fois supérieur à celui du reste de la planète, ça veut dire que tous les ans, la situation empire vraiment. Et on perd de plus en plus de glace et on commence à voir la fonte du permafrost qui avant était une zone gelée, congelée, et qui maintenant est une autre source d'émissions de CO2, de méthane et d'azote. Il y a différentes études qui ont été réalisées sur cette question et sur les effets en cascade que cela déclencherait, en plus des points d'inflexion auxquels on arriverait. Nous sommes très près de perdre le contrôle du système climatique. Nous sommes en train de transformer la planète en une sorte de serre. Il y a une quantité d'effets qui vont être ingérables et qui vont mettre à l'épreuve notre système et le pousser dans ce retranchement, le système climatique. Pour revenir au rapport spécial du GIEC sur le réchauffement à 1,5 degré, il y avait 3 stratégies fondamentales qui étaient envisagées pour réduire le changement climatique. Premièrement, arrêter d'émettre du CO2 pour atteindre un niveau d'émission net zéro en 2050, c'est-à-dire miser sur une plus grande efficacité énergétique. Si on arrête d'émettre du CO2 des combustibles fossiles, on génère un réchauffement dans les 10 premières années, car on réduit les sulfates qui sont coémis avec le CO2, et donc on met en évidence un réchauffement qui était caché jusqu'à présent et qui est dans le système. Ceci est surprenant et ce n'est pas positif, mais et nous devons véritablement accélérer dans les 10 années à venir
car la réduction d'émissions en tant que telle ne nous permet pas d'éviter le dégel du permafrost, la fonte du permafrost et le dégel de l'Arctique. Et par ailleurs, et comme le montre le protocole de Montréal et l'amendement de Kigali, il faut une concertation. Le protocole de Montréal est le meilleur traité sur l'environnement qui existe, car non seulement il a résolu la grande première menace qui pesait sur l'atmosphère mondiale, la couche d'ozone, mais il a par ailleurs fait plus de choses pour le climat en évitant des réchauffements qui pourraient être équivalents à tout ce que provoquent les émissions de CO2 au jour d'aujourd'hui. Et ensuite, nous avons le charbon noir qui est particulièrement efficace dans l'Arctique, le méthane, et il y a d'autres types d'éléments qui sont très utiles. Et la troisième stratégie dont parle le GIEC, c'est l'élimination de CO2, que ce soit avec des technologies ou à travers de la photosynthèse. Et comme à plan B, nous avons aussi la gestion du rayonnement solaire dont nous allons parler aujourd'hui. Ce ne serait pas adéquat de miser pour la première solution, à savoir réduire les émissions. On ne peut pas résoudre un problème qui s'accélère avec une solution qui est lente, qui va lentement. Et ce ne serait pas non plus adéquat d'être préparé pour travailler de façon drastique avec des questions comme la gestion du rayonnement solaire si c'était nécessaire. Merci beaucoup, Derwood. Vous avez soulevé différentes questions que nous approfondirons tout au long de notre activité, comme les polluants de courte durée de vie ou le protocole de Montréal. Il me semble que ce sont des questions très importantes. Vous avez également fait référence aux effets dans le monde entier qui se feraient ressentir si nous perdions la calotte glaciaire de l'Arctique. Je ne sais pas si Brad peut nous expliquer encore plus pourquoi il nous faut préserver l'Atlantique et pourquoi c'est aussi important. Tout d'abord, merci Derwood, car vous avez fait un résumé très éloquent des risques énormes auxquels nous sommes exposés en raison des changements que nous avons produits et provoqués sur toute la planète. C'est comme une boîte de Pandore. Et maintenant, les causes, les raisons sont sorties de la boîte. Et maintenant, il faut voir comment nous faisons pour le résoudre avec des méthodes traditionnelles. Et je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur le fait qu'il serait de mauvaises pratiques au niveau mondial de ne pas accélérer les solutions alors que nous sommes plongés dans une crise qui évolue de plus en plus vite. Je ne peux pas ajouter grand-chose à ce qu'a dit Derwood pour expliquer les conséquences de ce réchauffement forcé et de la perte de calotte glaciaire. Cette perte contribue à avoir une plus grande concentration de gaz à effet de serre comme la perte de permafrost. Et qu'en est-il de l'eau qui reste enfermée dans la calotte glaciaire? On a perdu 4 000 milliards de tonnes depuis 1992 et ceci a un effet quantifiable sur les océans et sur toutes les régions de la planète dont dépendent tant de personnes. Et il y a déjà un effet quantifiable sur le niveau de la mer et ceci affecte les communautés qui vivent sur les littoraux, l'économie du littoral, cela affecte les pêcheries du monde entier. Il y a aussi un courant d'altitude froide dans l'Atlantique Nord qui affecte déjà la circulation qui s'inverse, c'est-à-dire que cela touche le climat dans l'Europe du Nord. Il y a un film qui s'appelle Le jour d'après, si je ne m'abuse, dans lequel il y a comme une congélation rapide. Eh bien, c'est vrai que ce n'est pas de la science-fiction. Il y a une certaine cohérence scientifique. Si le reste du monde se réchauffe, le nord du Nord pourrait avoir un climat de plus en plus froid. Il y a également des effets sur les courants d'altitude, les courants jet, et sur les modèles météorologiques et climatiques du monde entier. Il y a des endroits comme le Texas où peuvent être stockés les effets du froid polaire, alors qu'il y a d'autres endroits où il peut y avoir des effets en termes de changement des précipitations ou des moussons, comme par exemple en Inde, qui a un programme très sérieux de recherche sur l'Arctique. Et
Quand j'ai travaillé chez WWF, j'ai été à la tête, comme je le disais, du programme de l'Arctique et ceci m'a véritablement ouvert les yeux sur l'importance de l'Arctique pour le climat et j'ai pu voir jusqu'à quel point nous étions en retard. Et sincèrement, je crois qu'on ne comprend pas encore très bien jusqu'à quel point nous avons besoin de tenir compte de l'Arctique dans notre réponse climatique. Les personnes qui ont négocié l'accord de Paris et l'objectif de réchauffement planétaire à 1,5 degré, mais je me rappelle que nous avons une réunion un petit peu après de l'accord donc et de ces objectifs, a été publiée une étude de l'Université Columbia sur un réchauffement de 5 degrés dans l'Arctique. Et on avançait que l'accord de Paris n'était pas assez sérieux pour l'Arctique car le réchauffement y était bien supérieur et que donc se produisait une série de boucles de rétroalimentation qui affectaient le climat du monde entier. Et beaucoup des personnes qui ont négocié l'accord de Paris n'avaient même pas cette information. Ils n'étaient pas conscients de ce que supposait la perte de permafrost, la perte de calottes glaciaires. Ils ne savaient pas les résultats de modèles qui se faisaient en la matière. Donc il faut tenir compte de tout ceci car potentiellement le débat doit changer. Merci beaucoup, Brad. Il est vrai que très souvent les négociateurs ne comprennent pas tous les facteurs qui sont en jeu et j'espère que ce type de conversation contribue justement à combler ces manques et ces lacunes. Hélène, je me tourne vers vous. Pourriez-vous nous expliquer ce que vous pensez sur les approches de modification du rayonnement solaire qui pourraient être pertinentes ou pas pour l'Arctique et quels sont les risques et les bénéfices potentiels et quelles sont les difficultés que cela soulève en termes de gouvernance? Bien entendu, c'est une question dont on pourrait parler pendant très très longtemps, mais soyons concis. Et oui, il est vrai que pour traiter cette question en détail, il nous faudrait beaucoup de temps, mais je suis sûre que ce type de conversation, nous allons les maintenir pendant longtemps et qu'elles ne vont pas se limiter à cette session, à cette activité, à notre conversation autour du feu de camp. Il y a différentes approches. Certaines essayent de répondre au climat mondial et d'autres qui essayent de répondre à la situation à laquelle l'Arctique est confronté. Le Conseil de l'Arctique et d'autres institutions internationales sont conscientes des différentes approches qui peuvent être appliquées car moduler le climat dans l'Arctique a des conséquences sur différentes régions de la planète. Il y a différentes méthodes qui prétendent être plus locales pour restaurer la calotte glaciaire dans l'Arctique, par exemple, qui peuvent augmenter à nouveau la calotte glaciaire pendant l'hiver et éviter qu'elle se dégèle aussi rapidement quand la chaleur augmente. Comme vous savez, la calotte glaciaire, en termes de superficie, a atteint des niveaux historiques minimums au fur et à mesure de l'augmentation des températures. Il y a une autre méthode également qui essaye de créer de la neige artificielle, en quelque sorte, pour l'éparpiller au-dessus de la calotte glaciaire avec des micro-perles, des petites particules. En Chine, ils produisent ces petites particules qui ont un diamètre de 35 micromètres. Elles sont creuses et elles sont disséminées, éparpillées au-dessus de la calotte glaciaire et elles auraient plus ou moins le même taille que la poussière ou le pollen qui se tomberait d'ailleurs, qui se déposerait à la surface. C'est quelque chose qui peut être également éparpillé sur la banquise pour qu'il reflète davantage de lumière et également pour qu'il y ait une meilleure réception sur la calotte glaciaire.
Mais comment cela affecterait les mammifères marins, les algues ou le phytoplancton? C'est une chose dont il faut tenir compte. Nous ne pouvons pas écarter ceci, ni écarter le fait que des processus à de petite échelle peuvent avoir des répercussions sur des écosystèmes au niveau régional. Par ailleurs, le protocole de Londres dit qu'il est illégal de déverser des produits ou des substances dans la mer. Je ne sais pas jusqu'à quel point cela s'applique à cette méthode concrètement. Par ailleurs, il a été proposé une méthode pour restaurer la banquise, la calotte glaciaire, qui est liée au fait d'extraire de l'eau pour créer une banquise plus épaisse, plus grosse en hiver et éviter donc qu'elle se dégèle aussi rapidement en été. Il faudrait voir si ceci fonctionne en réalité, car la physique thermique n'est pas encore très claire à cet égard. Et je ne suis pas sûre de si ces approches vont fonctionner concrètement. Il faut garder à l'esprit les processus chimiques et la biologie de ces écosystèmes. Ce sont des méthodes qui sont basées sur l'utilisation ou qui augmentent la banquise, et il y a d'autres méthodes qui essayent de conserver la calotte glaciaire, par exemple au Groenland, et qui reçoivent des investissements, qui bénéficient d'investissements. Comme vous le savez, la calotte glaciaire commence à se perdre à la partie supérieure, car elle est davantage en contact avec des courants océaniques, et il est donc suggéré, il y a des suggestions pour créer un mur sous-aquatique qui permettrait de réduire l'interaction entre ces surfaces et pour réduire le dégel des fjords. Et il y aurait un moindre dégel ainsi et une moindre perte, mais ceci est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, donc je ne sais pas en termes pratiques comment on peut protéger cette nature et comment ceci peut être interprété à l'aune des différentes normes et règles qui s'appliquent dans cette région. Il a également été mentionné le permafrost, donc on a parlé du permafrost qui est un élément fondamental pour le climat au niveau planétaire. Si on perd beaucoup de permafrost, on va libérer une grande quantité de CO2. Et c'est pourquoi on a proposé, par exemple, d'introduire des animaux qui pourraient manger la végétation. Et ainsi, il y aurait une plus grande couverture de neige, ce qui reflèterait à son tour plus de lumière, de rayonnement solaire. Et par ailleurs, si les animaux marchent sur la neige est plus compacte et donc il y a une plus grande insolation du permafrost et une moindre possibilité qu'il ne se perde. Ce sont des méthodes locales qui sont proposées, qui apparaissent, en plus d'approches qui sont envisagées plus à l'échelle planétaire, comme l'injection d'aérosols dans la stratosphère ou l'éclaircissement des nuages marins, qui peuvent être appliqués dans différentes régions de la planète et aussi dans l'Arctique. Bien, c'est une liste très exhaustive, mais en réalité, c'est une réponse très brève.
Merci, j'ai trouvé intéressant de connaître en détail les approches locales qui bénéficieraient à l'Arctique face aux approches qui ont une dimension plus planétaire. Je me tourne maintenant vers vous, Shauna. Jusqu'à présent, nous n'avons pas beaucoup parlé des personnes qui vivent de la région arctique. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre situation et sur la façon dont les populations qui vivent dans l'Arctique conçoivent cette question? Y a-t-il des connaissances de ces populations qui sont tenues en compte lorsque l'on parle de ces choses? Est-ce qu'on les consulte? Est-ce que cela a des conséquences sur les délibérations ou les alternatives envisagées? Merci beaucoup. J'ai aimé voir qu'au début de notre conversation, vous avez dit que depuis 30 ans, vous essayez de lutter contre les changements climatiques sans succès. Pour ma part, cela fait 20 ans que je lutte contre ceux qui échouent à freiner les changements climatiques et de la communauté de l'environnement, car parfois il est difficile de faire comprendre à ces experts quelles sont les relations que maintiennent ces peuples autochtones. Si l'on voit les conseils d'administration d'organisations à but non lucratif et leur personnel, il y a très peu de personnes de couleur et encore moins de personnes autochtones. Donc c'est une conversation qu'il est difficile d'entamer sur la façon de trouver la façon de montrer à ces organisations comment elles doivent faire leur travail. Il y a 229 tribus reconnues officiellement dans l'Alaska, ce qui représente un tiers des tribus nationales. Il y a 13 corporations régionales en vertu de la loi de 1971 sur le règlement des revendications des autochtones en Alaska, et nous avons plus de 200 corporations de villages. Il y a une réserve, Metkatlan, mais le système de corporation a été créé parce que les personnes de l'Alaska s'est rendu compte que le système des réserves ne fonctionnait pas très bien, et ils ont donc préféré créer une structure de corporation. Et c'est un travail à plein temps qui est fait par ces corporations pour voir comment fonctionner au jour le jour et de façon régulière. La valeur économique des activités réalisées dans l'Alaska doit être démontrée, et ce sont les 229 tribus qui doivent protéger de nos personnes, de nos communautés. Je fais partie du conseil tribal et il est clair que les peuples autochtones ne sont pas homogènes, ne sont pas monolithiques, et donc je ne peux pas parler au nom de toutes les personnes qui vivent dans l'Arctique. Ce que je veux dire, c'est qu'il est important de nous souvenir que désapprendre est aussi important qu'apprendre. Et il y a beaucoup de choses qu'il faut désapprendre. Il y a peu, avec le coronavirus, au début, on nous a dit que les masques ne servaient à rien. Et ensuite, il a fallu désapprendre ceci. Et nous nous sommes rendus compte que les masques fonctionnent et que donc, il faut les utiliser. Et il faut nous engager dans des processus similaires. Si nous voyons comment est structuré le pays, en particulier les États-Unis et les différents gouvernements, nous voyons que se répand une mentalité de sauveur dans le monde. Il faut sauver la banquise, il faut sauver les ours polaires, et en général, les personnes n'apparaissent pas en haut de la liste des priorités des choses qu'il faut sauver. On étudie également un système de commerce des droits du carbone et qui pourrait, il me semble, aboutir à un système de crédit carbone qui pourrait se convertir, transformer en un marché boursier dans lequel les grandes entreprises peuvent continuer à obtenir des bénéfices pour les activités de destruction de la planète et du génocide contre les populations autochtones.
Les communautés ne sont pas conscientes de toutes ces questions ni de cette conversation qui nous occupe aujourd'hui. Et comme organisation à but non lucratif, nous sommes engagés à diffuser ce type de thème. C'est pourquoi je participe à cette activité pour pouvoir partager les informations du Conseil tribal. Mais il faut garder à l'esprit le fait que comme il y a un traumatisme générationnel d'occidentalisation, de colonisation, il y a tellement de problèmes auxquels nous faisons face dans nos communautés que, sincèrement, celle-ci n'est pas une priorité. Ce n'est pas la première chose que nous débattons dans notre conseil tribal. Quand je me réunis avec les autres membres du conseil, nous parlons de questions comme celles des personnes âgées qui sont malades et qui ont besoin d'aller à l'hôpital ou ont besoin de médicaments. Nous parlons de personnes qui sont sans domicile. Nous parlons de la façon de maintenir nos enfants dans les communautés au lieu qu'ils soient adoptés par d'autres communautés. Nous parlons de la façon de faire face à l'abus d'alcool et de drogue. Je suis par exemple une survivante du cancer et nous parlons de questions sanitaires. Normalement, nous ne n'asseyons pas en disant « Ah là là, le changement climatique est vraiment une priorité absolue ». Non. Et la modification du rayonnement solaire est une chose dont nous devons débattre, mais ce qui est très clair pour moi, c'est que quand on utilise du DTT en Afrique du Sud, en 10 jours, il arrive dans l'Arctique. Et ce qui me préoccupe, c'est que pendant que nous parlons de ces micro-perles de silice, qui ne passent pas spécialement parce qu'elles sont petites, ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas avoir de grands effets. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses questions à laquelle il faut prêter attention. Par exemple, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui dit comment faire des consultations et des conversations avec les peuples autochtones sur ces questions. Mais je suis préoccupée de voir que si on souligne la petite taille de ces particules, cela peut réduire la perception de qu'elles sont dangereuses. Le coronavirus est tout petit et voyez un petit peu les dégâts qu'ils font partout. Et donc j'ai terminé, j'ai mes différents éléments sur la table qui sont importants. Commencer non seulement à apprendre, mais aussi à désapprendre, qui est également important. Je rappelle au public qu'il peut envoyer ses questions et d'ailleurs nous avons déjà reçu certaines questions et dans quelques minutes nous allons passer à ces questions. En attendant, je vais demander à nos intervenants s'ils ont un commentaire ou une question à formuler à un autre ou une autre intervenant. Et sinon, j'aimerais parler de quelque chose qui me semble très intéressant. Durwood a parlé des 10 ans à venir qui vont être cruciaux. Et je me demande donc si nous sommes dans une situation dans laquelle la modification du rayonnement solaire fait véritablement partie de la réponse. C'est une question, hein, pas simplement qui vous est dirigée, mais qui est dirigée à tous. Et je suis sûre que vous avez plus de questions à vous poser les uns aux autres. Jim Lenton, quand il étudie les boucles de rétroalimentation et les points d'inflexion, parle d'un délai qui va de 0 à 10 ans. Il y a une série de données et de paramètres essentiels et il faut également tenir compte du fait qu'on ne mesure pas toujours les formes d'une façon adéquate. Il ne s'agit pas simplement de millions ou de gigatonnes d'émissions, mais il faut réduire non seulement le réchauffement, mais aussi accélérer les mesures qui évitent le réchauffement. Et il faut que nous convainquions, comme l'a dit Shona, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la COP26, nous devons les convaincre de désapprendre cette obsession qu'ils ont avec le CO2, car il y a beaucoup d'autres éléments. Cela fait longtemps qu'ils agissent lentement. Ils ont commencé il y a 30 ans, c'est-à-dire
depuis ces 30 ans qui ont abouti à l'accord de Paris, mais on sait que ce n'est pas suffisant pour l'Arctique et ce n'est pas non plus suffisant pour le reste de la planète. Et maintenant, dans la Convention cadre, ils nous disent qu'ils vont utiliser 30 ans de plus pour atteindre un niveau net zéro d'émissions d'ici à 2050. Car pendant 30 ans, ils ont soi-disant fait un travail formidable. Mais qui croit ceci? Car nous avons d'autres types de mesures comme celles qui sont utilisées dans le cadre du protocole de Montréal. Et il faut un accord pour l'Arctique. Il faut redoubler d'efforts pour pouvoir répondre aux questions que posait Shona ou sur ce que disait Helen sur les microparticules. Et ce qui est envisagé à l'horizon 2050 ne suffit pas. C'est un projet qui est insuffisant. Et moi, je n'aime pas la gestion du rayonnement solaire, mais j'aime encore moins d'échouer pour lutter contre les changements climatiques. Donc, il faut être préparé. Brad? Eh bien, nous avons un problème de la plus grande importance et une compréhension partagée de l'échelle, de l'ampleur du problème. Il y a un système cassé, toutefois, qui continue à nous dire qu'en réduisant simplement les émissions d'ici à 2050, nous nous engageons dans une voie sûre pour léguer un climat adéquat à nos enfants et à nos petits-enfants, et ce n'est pas basé sur des preuves empiriques. Les scientifiques ne partagent pas cette analyse. Donc, il reste beaucoup à accomplir pour changer le prisme, le point de vue de ce dialogue. Et je ne veux pas faire peur aux gens, car si les gens ont peur, ils vont rester les bras croisés. Eh bien, franchement, je ne pense pas que nous soyons... que nous incitions à faire beaucoup de choses. Et ces leaders et dirigeants autoproclamés doivent véritablement et sacrément se retrousser les manches. Et avec la science, avec la capacité et les connaissances scientifiques dont nous disposons sur l'Arctique, il faut que nous prenions les décisions adéquates. L'Arctique est une région qui a fait l'objet de nombreuses études. Il y a beaucoup de connaissances, mais personne ne demande aux communautés qui y vivent. Et pourquoi? Parce qu'elles ne forment pas partie de l'ordre du jour des élites politiques, intellectuelles et d'autres qui marquent la voie scientifique. Donc, il faut placer cette question au cœur de l'ordre du jour comme une priorité absolue à l'heure de mener des études de recherche. Et donc, je crois que c'est l'un des changements dont nous avons besoin. Je trouve intéressant de voir que nous débattions de la modification du rayonnement solaire alors que tant d'entre nous travaillent et sont engagés depuis longtemps sur des questions climatiques. Et il ne s'agit pas de voir si nous allons agir maintenant ou d'ici 10 ans. Et il est fondamental de prendre des décisions aujourd'hui. Des décisions, des petites décisions et des grandes décisions. Et c'est fondamental de faire face à ce problème. On ne peut pas continuer à émettre du CO2 dans l'atmosphère. Et c'est particulièrement frustrant car la modification du rayonnement solaire ne va pas résoudre ce problème. Et même si nous parlons de la modification du rayonnement solaire, il faut se demander si c'est l'option adéquate. Et ce que nous devons faire, c'est de réduire les émissions. Et ça, nous le savons déjà. Il y a 8 grandes entreprises qui sont de grands émetteurs et de grands polluants. Ils font donc leur dire qu'elles doivent arrêter d'émettre. Et cela fait si longtemps que l'on émet et que l'on pollue qu'il faut que nous nettoyions l'atmosphère et que nous le fassions de manière appropriée. Dans le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement climatique de 1,5 degré, il est clairement dit que si nous souhaitons et nous voulons faire face au changement climatique et limiter le réchauffement à 1,5 degré, en partant du principe que ce réchauffement soit sûr, ce qui n'est peut-être pas le cas, et en particulier dans l'article, eh bien, pour atteindre cet objectif, il faut éliminer du CO2 de l'atmosphère. Mais si nous réduisons toutes les émissions, ce qui n'est pas faisable ou viable, mais
Même donc, si nous éliminions toutes les émissions, la planète continuerait à se réchauffer en raison de la concentration de ces gaz à effet de serre qui sont déjà dans l'atmosphère. C'est-à-dire qu'il faut nous adapter. Donc, il faut l'atténuation, l'élimination du CO2 et l'adaptation. Et malgré tout ceci, il est possible, il est probable que nous devions également envisager la modification du rayonnement solaire, car nous ne pouvons pas nous offrir le luxe, d'après moi, d'écarter cette option en dépit de la quantité de questions que cela soulève, comme tous les invités l'ont bien souligné. Mais en dépit de tout ceci, nous ne pouvons pas écarter cette option, d'après moi. Car les changements climatiques et ses conséquences qu'il a sur l'Arctique ont besoin de mesures urgentes et impératives. Oui, bien entendu, nous devons réduire les émissions, nous devons aussi nous adapter. Il faut combiner différentes solutions et si ça ne fonctionne pas, eh bien justement, cette conversation est très utile. Darwood. Oui, je pense qu'il y a une chose qu'il faut désapprendre. Nous parlons des émissions de CO2 comme si c'était le seul problème, mais ce n'est pas vrai. Il y a un ensemble de polluants pour le climat en plus du CO2. Il est vrai que le CO2 est le principal et qu'il représente en termes historiques 60% du réchauffement. Mais donc c'est logique que nous soyons principalement axés sur le CO2. Mais si nous regardons l'avenir et que nous nous demandons quelles émissions vont nous donner la meilleure opportunité d'éviter le réchauffement d'ici à 2050, ce sont les polluants à courte durée de vie qui ne sont pas du CO2 et qui ont un potentiel 6 fois supérieur d'éviter le réchauffement. Les réductions des émissions les plus agressives sont axées sur le CO2 également en raison de la persistance qu'il a. Mais en tenir compte de cette deuxième partie est fondamental et c'est simplement l'un des 3 éléments qui sont mentionnés dans le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement climatique à 1,5 degré. Le CO2, bien entendu, est important, mais il y a d'autres questions et il faut se demander ceci en termes de réactions physiques et chimiques. Et qu'en est-il également du méthane? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de choses qu'il faudrait commencer à apprendre à faire. Donc je voulais juste le glisser car c'est une chose pour laquelle je livre une bataille constante. Il y a non simplement du CO2, mais il faut également nous engager dans des voies pour éliminer d'autres types de polluants qui ne sont pas du CO2. Et si nous ne nous engageons pas dans le chemin adéquat pour atteindre un niveau d'émission net zéro, nous aurons perdu beaucoup de temps. Donc les 10 ans à venir sont absolument déterminants pour qu'il soit véritablement possible d'avoir un niveau d'émission net zéro d'ici à 2050 et pour pouvoir sauver la planète. Merci beaucoup Daroud. Il est fondamental d'envisager la vitesse des différentes mesures et des conséquences qu'ont nos actions sur tout ceci. Nous allons passer aux questions du public et qui rejoignent d'ailleurs ce que Brad a dit tout à l'heure. Brad a dit que nous avons besoin d'inclure ces questions dans le programme de travail, dans l'ordre du jour. Darwood a dit que le Conseil de l'Arctique n'était peut-être pas l'institution la plus efficace ou la forme la plus efficace. Pourquoi? Parce que il y a des forces politiques en présence importante dans le Conseil de l'Arctique qui sont peut-être très intéressées dans l'exploitation économique de la région et qui peut-être sont ravis de pouvoir ouvrir des routes maritimes dans l'Arctique en raison de la perte et de la fonte de la banquise. L'intérêt que témoignent beaucoup de pays pour exploiter les ressources de l'Arctique peut-il faire en sorte que la banquise soit dégelée et qu'elle s'applique des méthodes qui puissent la préserver? Il est vrai qu'il y a une série d'institutions qui ont des intérêts économiques et qui prônent pour différentes façons de procéder. Comment résoudre ce dilemme?
peux commencer? Oh oui, Shona, je vous en prie. Pour revenir à ce que je disais auparavant sur la façon de comprendre cette mentalité du sauveur qui est profondément ancrée dans une vision chrétienne du monde, et il me semble important d'essayer de voir comment on peut décoloniser. Et pour le faire, il faut commencer par soi-même. C'est-à-dire qu'il faut décoloniser notre propre esprit pour comprendre ce que ceci implique. Je veux parler de la relation que nous entretenons avec la planète en tant qu'individu. Et je garde à l'esprit tous les termes scientifiques et juridiques que nous employons, mais j'aimerais simplement vous rappeler à tous que dans ma langue traditionnelle, il n'y a pas de façon d'exprimer ce type de concept. Dans les 10 000 ans que nous sommes ici, nous n'avons jamais eu besoin de termes pour ce type de concept, car nous savions pertinemment que notre devoir n'était pas de contrôler le climat ou la réponse de la planète ou certaines politiques. Nous savions que nous étions sous le contrôle de la Terre, que c'était la Terre qui nous contrôlait, que c'était la Terre qui nous disait quand changeaient les cycles de la Lune, quand il fallait cueillir les fruits des bois, quand il fallait faire les activités que nous avions. Et c'est le type de relation que nous entretenons avec la planète. Quand j'étais dans ma vingtaine, dans ma petite vingtaine, il est vrai que je réalisais des tâches traditionnelles qui peuvent s'avérer épuisantes, et cette cause pour laquelle je me suis engagée, de la défense de nos droits, est également épuisante physiquement, mentalement et spirituellement, et j'étais épuisée. Et quelqu'un m'a vue et il m'a dit, ne t'inquiète pas, nous sommes ici depuis des milliers d'années et nous n'allons pas disparaître. Quand tu commences à sentir comme ça, détends-toi, tout simplement, car les personnes qui vivent sur la planète et qui ne comprennent pas les instructions originales et qui ne comprennent pas que la Terre n'a pas besoin de nous, mais c'est nous qui avons besoin de la planète, eh bien, ces personnes finiront par se détruire. Mais nous allons continuer à être ici. Et il est vrai que ça a été très dur d'entendre ceci, mais sincèrement, tant que nous n'arrêterons pas d'arrêter en termes de sauver la planète et que nous penserons pas comment nous sauver et comment sauver la relation que nous entretenons avec la planète, non seulement la réponse, mais aussi notre responsabilité. Donc, tant que nous n'aurons pas pensé à ceci en ces termes, nous allons difficilement atteindre et obtenir des résultats. Il y a beaucoup de personnes qui parlent des eaux, des terres, de l'Arctique, de la faune et de la flore. Et on organise également, il faut tenir compte de tous ces éléments et il faut tenir compte des peuples autochtones, il faut redoubler d'efforts pour mettre d'accord différents points de vue et véritablement, et pour partager des ressources entre les personnes différentes personnes du monde entier. Et tant que l'on va continuer à réfléchir de cette façon de forme individualiste, eh bien, nous continuerons à avoir ces problèmes. Merci beaucoup, c'est un point de vue très intéressant. Quelqu'un veut-il répondre ou ajouter quelque chose ? Je voulais juste rappeler une citation d'Einstein qui disait que la folie, c'était de faire toujours la même chose et de s'attendre à un ou à des résultats différents. Merci de nous avoir rappelé cette citation. Eh bien, c'est justement ce que fait la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques avec ses systèmes Ponzi de commerce du carbone, comme il a été dit. Shona a mis sur la table différents thèmes et éléments sur cette révolution, et on doit se demander jusqu'à quel point elle doit être radicale
pour que la planète continue à être un endroit vivable pour la vie humaine? Et va-t-il suffire de modifier simplement le système économique en intégrant des questions comme le coût de différents facteurs ou des relations commerciales? Eh bien non, ça ne va pas être suffisant car nous nous trouvons dans une situation d'urgence. Et nous pouvons nous dire que c'est une question environnementale à long terme. Au départ, on disait que ça va être un problème sur 100 ans ou plusieurs centaines d'années. Et maintenant, nous nous rendons compte que le problème est au coin de la rue et que ce n'est pas simplement un problème d'environnement. Par ailleurs, les ministres de l'environnement sont ceux qui ont le moins de pouvoir dans le cabinet des ministres et ils n'ont pas le pouvoir nécessaire pour résoudre ces questions. Ce sont les ministères des Finances, de l'économie, de l'énergie et de la défense qui mènent la danse. Donc, il faut faire en sorte que les chefs d'État et de gouvernement soient ceux et celles qui véritablement prennent en compte ces questions et j'espère que le président élu Joe Biden et la future donc vice-présidente Kamala Harris vont prendre cette chose au sérieux car finalement ce sont les seuls qui peuvent faire quelque chose à cet égard. Et il est vrai que les communautés autochtones doivent espérer à ce que ces politiques, donc je viens de citer, se rendent compte qu'il est fou d'investir par exemple dans l'extraction des ressources dans l'Arctique qui va finir par nous porter préjudice à nous tous. Il me semble intéressant de parler de cette inversion des actifs dans l'Arctique. Je vis en Norvège et dans ce pays, nous explorons et nous extrayons des ressources de plus en plus vers le nord et vers le nord-ouest. Grâce à ceci, nous sommes désormais plus riches, plus heureux, sans pour autant avoir souffert des conséquences des changements climatiques d'une façon aussi rapide. Il est vrai que nous sommes de plus en plus près de ressentir des conséquences catastrophiques des réchauffements climatiques, car le réchauffement dans l'Arctique est 2 ou 3 fois supérieur. Et maintenant, nous nous rendons compte du fait que explorer de plus en plus cette région pour extraire du pétrole n'est peut-être pas une bonne idée. Et nous voyons des pays voisins qui n'ont peut-être pas eu cette option et qui avancent dans la même direction. Et sincèrement, qui sommes-nous pour leur dire non, non, vous ne devriez pas le faire, faire ceci, alors que nous-mêmes, nous avons obtenu beaucoup de richesses, et tout en émettant une grande quantité de CO2. Donc, qui sommes-nous pour dire que les autres n'ont pas le droit à le faire? C'est-à-dire qu'en termes géopolitiques, c'est un thème très complexe. Et il y a différents intérêts en jeu qu'il faut concilier entre les différentes parties prenantes. Et le transport maritime, par exemple, qui est un secteur sur lequel je travaille, est une question qu'il faut traiter. Et il y a beaucoup de membres de ce secteur qui sont conscients des changements climatiques et qui veulent véritablement avoir un secteur plus respectueux de l'environnement et réduire des émissions, car c'est une question qui les préoccupe. Ils ne se disent pas « Ah, c'est chouette, une nouvelle maritime, je vais la prendre ». Non. Et nous pouvons maintenant naviguer par une route maintenant de la route maritime du Nord. Et si l'on va de Chine en Europe, et si l'on peut utiliser donc la route maritime du Nord, en longeant le littoral russe, on peut économiser entre 30 et 40% des émissions. On économise de l'argent, des combustibles, et on émet moins de CO2. Et on émet des polluants de courte durée de vie qui ont été mentionnés auparavant. Mais émettre moins n'est pas seulement important, il faut voir où on émet, car peut-être que d'émettre dans une région dans laquelle il y a beaucoup d'activités
et n'est pas la même chose que d'émettre dans une région où il y a peu d'activité. C'est-à-dire que c'est une question géopolitique, une section de changement climatique, et si on ajoute la modification du rayonnement solaire, la question est tellement compliquée qu'on ne sait pas par où la prendre. Et peut-être que cette discussion autour du feu de camp est une première étape adéquate. Eh bien, autour de notre feu de camp, on peut dire ce qui nous semble le plus approprié. Il y a une autre question qui a reçu des votes. Devrions-nous fixer un moratoire sur l'exploration et l'extraction de pétrole et de gaz dans l'Arctique? Oui, dans l'Arctique et partout ailleurs dans le monde. Et il est vrai que si nous soyons honnêtes sur ce problème qui nous occupe, ce qu'il faut faire, c'est d'abandonner les combustibles fossiles le plus tôt possible et tout autre type octroyé par les gouvernements pour l'exploration et l'extraction de pétrole et de gaz est une véritable folie. C'est la première chose qu'il faut éliminer si l'on veut véritablement prendre ce problème à bras le corps. Dans l'Arctique et dans le reste du monde, il devrait y avoir un moratoire. Il est vrai qu'il y a une initiative de traité de non-prolifération des combustibles fossiles et l'ONG pour laquelle je travaille participe à cette initiative et qui permet de faire donc une analogie, bien entendu, avec le traité de non-prolifération des armes nucléaires. Et cela peut paraître une idée très radicale, mais lorsque l'on réfléchit plus attentivement à cet effet, on se rend compte que c'est totalement sensé et nous avons déjà assez de combustibles fossiles pour faire fonctionner le monde pendant des années et des années. Mais si nous ne changeons pas, nous allons perdre notre planète. Donc, la moindre des choses que l'on puisse faire, c'est de protéger les écosystèmes les plus fragiles, dont les points d'inflexion et les boucles de rétroalimentation sont désormais connus dans l'Arctique. Et par ailleurs, il y a l'Amazonie, et nous avons perdu 17% de l'Amazonie. Il y aura un point de retour à partir duquel elle se convertira inévitablement en savane. Et si l'on perd entre 20 et 40%, et actuellement on parle de 25%, c'est-à-dire que nous sommes à peine à 3% de détruire l'Amazone et de la laisser se convertir en savane. Imaginez un peu l'un des grands puits de carbone du système météorologique en Amérique latine. Donc, si un traité de non-prolifération des combustibles fossiles est une chose que nous devrions tous soutenir. J'aimerais rebondir sur une chose qu'a dite Dearwood et qui fait l'objet d'une question envoyée par notre public sur ces points d'inflexion, ces points de bascule. Donc on parle de points d'inflexion depuis longtemps et on se demande si on est plus ou moins proche. Donc la question est la suivante. Peut-on être arrivé à une certaine lassitude dans le discours public, c'est-à-dire que si nous avons déjà atteint ces points de bascule et que les gens ressentent pas les conséquences, eh bien finalement nous brandissons un argument qui ne nous sert à rien. Je suis d'accord avec Brad, nous devons dire la vérité. J'aime cette nouvelle contextualisation, ce nouveau livre qui s'appelle Tout ce que nous pouvons sauver, des solutions authentiques et du courage face à la crise climatique. Et ce sont des écrivaines, donc que des auteurs femmes. Et je suis désolée, Shauna, d'utiliser ce terme de nous sauver. Il ne s'agit pas de sauver la planète, mais de nous sauver nous-mêmes, bien entendu. Oui, Derwood. Je ne crois pas que ça va être un effort collectif qui va pouvoir nous sauver, car cela n'a jamais été le cas. 40% de la population continue à penser que la planète est là depuis, évidemment, beaucoup plus de 10 000 ans et que nous n'avons rien à faire en la matière. C'est-à-dire que nous n'allons pas rassembler toute l'humanité. Ça va être plutôt un groupe de personnes et le secteur privé, bien entendu, va jouer un rôle déterminant car les gouvernements avancent à pas de tortue. Donc le secteur privé qui nous a déjà lâchés dans le passé et qui a réussi à faire à une grande échelle des choses pour que le monde soit un endroit meilleur, eh bien, doit justement appuyer des initiatives d'élimination de gaz à effet de serre et de CO2.
Je ne vois pas beaucoup d'actions dans les voies gouvernementales, mais pourquoi ne pas monter sur le train d'entreprises comme Microsoft qui misent véritablement pour nettoyer l'atmosphère ou le climat et qui misent sur la recherche et développement pour atteindre ce but. C'est-à-dire que nous avons besoin de ceux qui peuvent faire quelque chose et qui peuvent marquer la différence et qui vont retrousser leurs manches car nous ne pouvons plus attendre. Il me semble également que ceci pose une question en termes pour les grandes entreprises. Combien de personnes aux États-Unis pensent que nous vivons dans une démocratie? Or, ce n'est pas le cas. Et nous savons que les grandes entreprises sont des personnalités juridiques, elles ont davantage de pouvoir que les citoyens parfois. Pourquoi? Parce que les grandes entreprises ont beaucoup plus de pouvoir et d'autorité au point qu'elles peuvent agir plus rapidement que les gouvernements, car en plus elles disposent de davantage de ressources. Mais si l'on pense aux industries d'extraction, c'est un oxymore de penser que nous devons attendre que le secteur privé, que ces industries du pétrole et du gaz arrêtent des activités qui rapportent des dividendes à leurs actionnaire. Ma belle-mère a été l'une des architectes de la Déclaration des États-Unis pour le droit des peuples autochtones. Elle y a œuvré pendant 35 ans. Elle est décédée il y a un moment et elle m'a enseigné beaucoup de leçons. Par exemple, on ne sait pas jusqu'à quel point on désire quelque chose, jusqu'à ce qu'on n'est pas conscient de ce que l'on est prêt à perdre et de ce quoi on est prêt à renoncer pour l'obtenir. Et elle me disait toujours, n'organise pas la vie des autres. J'ai toujours beaucoup organisé de choses. Elle me disait, n'organise rien pour les autres. N'accepte pas la responsabilité de quelque chose sur laquelle tu ne peux pas exercer d'autorité. Et elle me disait toujours une blague sur la différence il y a entre s'impliquer et s'engager. Parce que les peuples autochtones sont engagés. Ce n'est pas simplement que nous sommes impliqués dans ce processus, mais on est engagés car nous faisons partie intégrale des écosystèmes. Nous dépendons de tout ce que nous faisons, des interactions que nous avons avec les écosystèmes. Donc elle disait, quelle est la différence entre s'impliquer et s'engager? Eh bien, c'est comme un petit déjeuner avec des œufs et du bacon. La poule s'implique et le cochon s'engage, ou il est engagé. Eh bien, c'est ce que nous devons garder à l'esprit. Il faut que nous nous engagions pleinement à l'égard de la décolonisation pour léguer nos terres à nos enfants et à nos petits-enfants. Nous ne vivons pas dans une démocratie et donc il faut imaginer comment nous pouvons obtenir ce type de changement. Je voulais juste ajouter quelque chose. Je n'aime pas le fait qu'il faille avoir recours au secteur privé parce qu'il est plus agile et qu'il dispose de plus de ressources que les gouvernements. Je n'aime pas non plus le fait d'envisager la modification du rayonnement solaire. Je n'aime pas qu'il existe la possibilité que la planète devienne un endroit habitable. Je n'aime rien de tout ceci. Mais ceci étant dit, il faut que nous travaillions avec ce que nous avons. J'aimerais que la situation soit différente. Nous pouvons la faire changer, mais le simple désir d'avoir des choses différentes ne va pas nous aider à régler quoi que ce soit. Eh bien, nous ne vivons pas dans un monde parfait, justement, et c'est un élément qu'il faut garder à l'esprit. Il y a deux questions du public qui me semblent intéressantes et qui rejoignent ce qui a été dit jusqu'à présent. D'un côté, Sylvia Ribeiro nous demande la chose suivante, et apparemment sa question a recueilli quelques likes. Donc, voici sa question. Si les plus riches changeaient leur mode de vie, leur style de vie, est-ce que ce ne serait pas mieux que d'envisager des options risquées telles que la géo-ingénierie? Et une autre question. Êtes-vous d'accord avec le fait que le temps de permanence long du CO2 fait que la réduction des émissions
soit inutile car simplement avec la réduction des émissions, on ne va pas pouvoir refroidir la planète et donc il faut avoir recours à l'élimination du CO2. Qui souhaite apporter un commentaire sur ceci? Je vous en prie. Ce sont des questions difficiles et judicieuses à la fois. Il est vrai que la distribution des émissions est différente et il y a beaucoup de différences sur la façon de vivre les conséquences du climat. Certains souffrent des pires conséquences et ce ne sont pas nécessairement les principaux responsables des émissions. Cela fait longtemps que je défends le fait et que les personnes les plus riches, les entreprises les plus prospères sont celles qui émettent le plus. Je défends cette idée et c'est avec celle-ci qu'il faut commencer à travailler. Et c'est un message que nous tentons de communiquer. Ces secteurs, ces entreprises, ces personnes doivent réduire drastiquement leurs émissions. Mais comment le faire? On en parle et on en parle, on parle avec eux et avec elles et est-ce qu'on les regarde droit dans les yeux et qu'on leur montre les ravages dont ils sont responsables? En réalité, ce n'est pas facile de faire cela. Et toutefois, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est ce qui serait plus responsable et plus sûr d'agir de cette façon, de les confronter donc à ces conséquences. Et quoi qu'il en soit, nous devons voir comment nous pouvons agir pour faire cette réduction des émissions. Et ce sont des conversations compliquées, des problèmes difficiles à résoudre et il faut bien entendu réduire les émissions, ça c'est indéniable. Et il faut que l'on fasse de façon plus drastique. Pour revenir à ce que disait Shauna, la prochaine fois, nous allons devoir inviter également sa belle-mère. Le mouvement de la jeunesse, des jeunes, est l'un des changements les plus encourageants. Et la jeunesse est le meilleur moment pour désapprendre, car lorsqu'on est jeune, on n'a pas encore acquis de mauvaises habitudes. Et il y a des mouvements comme celui des végétariens ou des véganes, donc qui consiste à éviter ou à ne pas manger de produits, pas manger de viande. Et il y a d'ailleurs des produits de remplacement qui sont tout aussi savoureux que de manger un hamburger. Il y a des véhicules électriques, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'options meilleures. Bien entendu, elles ne sont pas encore respectueuses de l'environnement, complètement respectueuses, parce qu'elles utilisent des batteries, parce qu'elles font appel d'une façon ou d'une autre aux industries de l'extraction, mais ainsi on avance. Toutefois, on ne prête pas assez d'attention aux changements rapides qu'il faut, et les changements culturels sont possibles. Et un changement plus radical comme celui que défendent et que prône Shona Bran, nous avons besoin de ceci. Et nous avons besoin d'aspirer à ceci, mais nous ne pouvons pas nous contenter d'attendre que ça arrive. C'est l'un des grands défis que nous avons devant nous. Nous pouvons voir avec quelle nécessité nous devons réduire des émissions de CO2 et autres. Et il est bien sûr préférable d'émettre moins que d'émettre plus. Et même si les émissions restent longtemps, eh bien moins de carbone il y aura dans l'atmosphère, mieux ce sera. C'est comme une course de relais. Il faut que nous gagnions la première manche, la première étape, les 10 premières années pour continuer dans la course, atteindre la neutralité carbone
Il ne me semble pas que le but d'atteindre un niveau d'émission net zéro est suffisant. Il faut un niveau d'émission zéro réel. Et dans une troisième étape, nous devons éliminer du CO2 de l'atmosphère d'une façon beaucoup plus rapide de ce que nous émettons, donc de manière plus rapide que le cycle biologique. Et je vais faire une analogie avec la situation que nous vivons actuellement avec la Covid. Disons que le vaccin équivaut au niveau zéro authentique. C'est-à-dire qu'on réduit, on nettoie le méthane, le carbone qu'il y a dans l'atmosphère, mais il faut beaucoup de temps pour arriver à ce vaccin. Et pendant ce temps-là, on a besoin de différents traitements qui nous aident car nous sommes malades. Et la modification du rayonnement solaire serait comme un respirateur artificiel. Personne n'a envie d'être sous respiration artificielle. Mais si le choix, c'est soit de mourir, soit d'utiliser un respirateur artificiel, je pense que toutes les personnes qui vivent sur notre planète préféreraient être sous respiration artificielle. Mais le problème, c'est que nous n'avons même pas la conception de ce respirateur. Donc, la modification du rayonnement solaire est cette catégorie. C'est la pire solution possible, excepté si l'on considère la catastrophe qui arriverait autrement. Et arriver à ce point est bien pire que d'essayer de nous sauver, de sauver la planète et de sauver toutes les personnes qui n'ont aucune responsabilité. Nous sommes tous des êtres humains. Mais qu'en est-il de le reste des espèces, des autres formes de vie qui existent sur cette planète? Nous avons, dans le cadre de cette réponse, nous devons accélérer la recherche pour comprendre comment nous pouvons utiliser ces ressources ou ces technologies. Pour l'instant, nous ne comprenons pas comment ça interagirait avec le système, comment la MRS affecterait le climat. Et s'il y a une conclusion que nous devons garder d'aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de combiner la science et les connaissances. Ce sont des outils puissants et c'est ce dont nous avons besoin pour avancer. Et c'est pour ça qu'il faut les investissements adéquats. Shona, j'aimerais ajouter que pour ce qui est des connaissances écologiques traditionnelles et des connaissances traditionnelles, je suis donc consciente du fait que cette analogie convient bien, c'est-à-dire qu'il faut avoir la technologie, mais je ne pense pas que les peuples autochtones doivent être les cobayes, les cochons d'Inde. Et c'est ce qui arrive quand on envisage ce type d'hypothèse, car d'une façon ou d'une autre, tout au long de l'histoire, les populations autochtones ont toujours été considérées comme des personnes qui n'étaient pas indispensables. Et normalement, ce que l'on fait se fait à nos dépens. Nous sommes déjà les communautés les plus pauvres. Nous avons les indices les plus élevés d'emprisonnement, les plus élevés de cancer. Tout ce qui peut nous arriver de mal nous arrive. Nous avons l'alcoolisme, la toxicomanie, nous avons tout. Mais les populations autochtones, par ailleurs, ont des connaissances traditionnelles. Et tant que la communauté scientifique et le monde n'aura pas compris que comme peuple autochtone, nous avons reçu des instructions originales et que nous savons comment protéger et s'occuper de notre région, les personnes qui vivent près de ces territoires, les personnes qui sont le plus proches du problème sont normalement celles qui vont être le plus proches des solutions. Et donc, tant que nous n'aurons pas invité les membres tribaux et les peuples autochtones autour de la table pour pouvoir entamer ces conversations au niveau gouvernemental et pas simplement au niveau des industries, alors nous continuerons à fonctionner dans un cercle vicieux. Sharna, je voulais à nouveau vous donner la parole car à plusieurs reprises vous avez parlé de tous ces mots que nous avons sur les technologies, approches, modification du rayonnement solaire et vous dites vous avez parlé de la difficulté qu'il y a à exprimer ces idées dans les langues autochtones. Toutefois, il y a un élément qui est le consentement préalable éclairé, qui est probablement quelque chose que nous souhaitons qu'il soit réel. Comment peut-on obtenir un consentement préalable éclairé lorsque c'est même difficile d'expliquer ce type de concept dans la langue locale?
Comme je le disais, ma belle-mère a été l'une des principales architectes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et elle disait que la déclaration est le point de départ, mais que ce n'est pas le point d'arrivée, ce n'est pas la destination finale. Le consentement préalable libre et éclairé est un élément fondamental car, comme entité souveraine, nous avons le droit à décider comment nous souhaitons participer à ce type de discussion et délibération. Mais j'aimerais dire par ailleurs que mieux comprendre. Enfin, j'aime raconter des histoires. Et je m'efforce toujours, je me demande toujours comment les raconter d'une façon différente pour bien expliquer ce que je veux dire. Je pense toujours à ceci, je réfléchis à ceci. Et il s'agit de sujets que mes ancêtres, nos aînés, pendant de longues années, pendant très longtemps, ont mentionné. Et je sais qu'il est facile de concevoir cette situation comme un problème considérable avec qui a différentes dimensions et différents axes. Mais tant qu'on n'aura pas envisagé une transition équitable, tant qu'on n'aura pas réfléchi sur la façon d'abandonner les combustibles fossiles, de la façon de consulter les communautés sur différents systèmes économiques qui existaient avant, car nous avions un système économique en Alaska en tant que nation tribale avant l'arrivée de l'occidentalisation et avant de la colonie de notre région, et même en Russie aussi, nous avions des économies fondées sur le saumon, des économies commerciales de types différents. Et donc, tant qu'on n'aura pas désappris, j'insiste sur ce mot, désappris, donc tant qu'on n'aura pas désappris à faire les choses, nous n'allons rien résoudre. Bien, nous arrivons à la fin de notre activité et il y a une question que je vous pose à vous tous. Donc, à l'heure de la vérité, il faut que nous soyons pratiques et il nous faut des cadres de gouvernance qui nous aident à avancer. Donc, est-ce qu'il faut impliquer le secteur privé? Quel type de mécanisme de gouvernance avons-nous besoin? Jusqu'à quel point on peut impliquer les peuples autochtones? Mais depuis un point de vue pragmatique, qu'est-ce qui peut fonctionner dans l'Arctique? Nous avons parlé du Conseil de l'Arctique, du protocole de Montréal. Est-ce que ce sont des vecteurs qui peuvent être utiles ou a-t-on autre chose? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faudrait laisser Microsoft organiser cette réponse? Que pouvons-nous faire depuis un point de vue très pratique et pragmatique avant de conclure notre activité en 2-3 minutes? Comme je le disais, le protocole de Montréal est le meilleur traité qui a été conçu pour protéger l'environnement et même le climat. Que d'autres pouvons-nous faire dans le cadre de ce traité? Nous pouvons inclure l'oxyde d'azote, par exemple, qui est le dernier élément qui épuise la couche d'ozone et qui n'est pas encore réglementé. Donc, nous pourrions également envisager dans le cadre du protocole de Montréal la chose suivante. Si on va injecter des sulfates dans l'atmosphère, qui sont susceptibles de détruire la couche d'ozone, il faut que ce soit réglementé par le protocole de Montréal. Donc nous avons un mécanisme de gouvernance qui fonctionne depuis 33 ans très très bien et avec une participation universelle et avec un grand succès. Tous les membres des Nations Unies sont membres, tous participent et tous les membres pratiquement ont rempli leurs dispositions à quelques rares exceptions près. C'est-à-dire que c'est un traité très fort qui fonctionne très bien. Et donc, il faut que nous ayons recours à ceci le plus possible. Et deuxièmement, il faut impliquer les chefs d'État. Certains gouvernements sont déjà conscients du fait que nous sommes face à une urgence climatique, ou du moins ils le disent, mais en réalité, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ce n'est qu'un slogan politique. Donc, véritablement, il faut que les chefs d'État soient
vraiment conscient du caractère urgent de cette urgence et qu'il élabore des programmes à cet effet. Et si on compare à nouveau avec le secteur sanitaire, nous sommes dans la phase du triage médical. Et si on ne déploie vraiment pas des efforts héroïques dans les 10 ans qui viennent pour freiner le réchauffement mondial et pour éviter les boucles de rétroalimentation et arriver à des points de non-retour, nous approcherons d'un chaos qui va nous accabler tous. Donc c'est ma recommandation pour les chefs d'État. Et jusqu'à présent, on n'a pas pu le faire aux États-Unis pendant les 4 dernières années, moins une semaine. À ce jour, mais je crois qu'avec le nouveau gouvernement, c'est quelque chose que l'on pourra obtenir. Nous savons que Joe Biden considère que ceci est une véritable urgence. Il nous reste une minute. Ella, Hélène, Shona, Brad, si vous avez un dernier commentaire, vous avez quelques mots pour le faire. Oui, en quelques mots. Je travaille pour une organisation qui est dirigée par des femmes et par des jeunes. Je suis d'ailleurs la doyenne de mon organisation et je suis ravie d'être dirigée par des jeunes car j'apprends sans cesse beaucoup à leur côté. Et comme conclusion, je vais laisser poser une question et de me faire une demande. Pourquoi n'est-il pas pragmatique de décoloniser nos esprits? Pourquoi n'est-il pas pragmatique d'avancer vers une transition équitable et de le faire immédiatement? Si nous avons été capables de nous adapter à un virus au niveau planétaire aussi rapidement, pourquoi n'est-il pas pragmatique de le faire face au climat? Et ma demande est la suivante: continuez à désapprendre tous ces sujets, car il faut que nous soyons convaincus qu'il faut être pragmatique pour décoloniser nos esprits. Brad? Non? Hélène? Une seconde. Oui, il faut que nous apprenions de l'expérience acquise, des protocoles existants. Il faut voir ce que nous pouvons apprendre pour encourager des changements rapides. Il faut continuer à apprendre. Et pour ce qui est de la modification du rayonnement solaire, je crois qu'il y a beaucoup d'idées et de pensées créatives et ont été identifiés différents principes, surtout il faut que nous disposions de la plus grande partie de points de vue et de voix. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre temps. C'est dommage, nous avons toujours besoin de plus de temps. De toute façon, merci beaucoup pour vos réflexions, pour votre temps. C'est sans aucun doute un défi très complexe, mais il faut que nous soyons à la hauteur pour pouvoir nous sauver et pour pouvoir sauver l'Arctique. Merci et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.